ce qu'il faut retenir surtout dans les cailloux, l'histoire des cailloux, c'est ça. Il faut toujours apprendre à prioriser ce qui est important pour moi. Une fois que j'ai priorisé ce qui est important, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, il me reste du temps libre après avoir fait ce qui était le plus important pour moi. Je vais pouvoir continuer à faire des tâches moins importantes, moins urgentes, d'accord? Et puis, s'il me reste encore un peu de temps, va faire des tâches encore moins importantes, qui sont, voilà, qui sont autre chose, mais qui n'ont plus d'importance. Et plus je descends comme ça, vous voyez, vous avez les gros cailloux, c'est important. Ensuite, vous avez les graviers, c'est moins important. Après, il y a le sable, c'est encore moins important. Et après, il y a l'eau. Voilà, c'est vraiment, voilà. La gestion du temps, c'est toujours ça. C'est prioriser, prioriser, prioriser. Voilà. Ensuite, donc, je vous disais, il faut savoir que dans la journée, eh bien, on n'est pas performant de la même façon tout au long de la journée. On est souvent performant en début de matinée. Alors, ça dépend pour chacun d'entre vous, bien sûr, d'entre nous aussi, hein. Mais il faut savoir que voilà, on est la courbe d'efficacité, d'accord, ce qu'on appelle le biorhythme, hein, eh bien, on est quand même on est très productif tôt le matin. Et puis, on s'aperçoit que vers 11h, 11h30, on commence à baisser en productivité. Tout simplement, pourquoi, d'après vous? Pourquoi on baisse en productivité en fin de matinée? C'est très simple, hein. L'appétit qui arrive? Exactement, l'appétit qui arrive. D'accord? Donc, voilà, on a cette fameuse phase d'hypoglycémie qui arrive, on a le ventre qui gargouille, donc on a une baisse de vigilance. Et puis après, bah, qu'est-ce qui se passe après le repas? Bah, il faut bien digérer. Alors, quand on mange peu, ça va, mais quand on mange bien, bah, voilà, c'est plus lourd, hein. Et comme moi, je suis formateur, bah, c'est sûr que quand souvent j'anime face à un public que j'ai pendant une journée, eh bien, en début d'après-midi, surtout, je fais des activités légères, peu complexes, simples. Voilà. Parce que les gens, pareil, en début d'après-midi, on n'est pas très performant parce qu'on est en train de digérer. Après, on a à nouveau la courbe de productivité qui augmente. Et aux alentours du 17-18 heures, ça redescend. Donc, déjà, par rapport à ça, bah, c'est important. Parce que si d'un seul coup, vous dites, oh, bah, tiens, allez, je vais m'attaquer à un dossier, à une étude de cas hyper complexe que m'a donné tel professeur à 14 heures, alors vous venez de déjeuner, je ne sais pas si c'est le bon moment. D'accord? Voilà. Surtout si votre étude de cas est complexe. Donc, apprenez à reprogrammer vos activités importantes en fonction de votre biorhythme et du rythme, on appelle ça aussi le rythme circadien. Voilà. Vous voyez, à un moment donné, eh bien, il faut savoir que voilà, on est efficacité maximum entre 8 et 11 heures. Après, donc là, bien sûr, on va faire des tâches complexes parce que bah, c'est là où on est le plus performant, où le cerveau est le plus performant. Ensuite, entre 12-15, bah, on a une baisse d'activité. On va changer d'activité, on va faire des activités légères. Et puis après, hop, on reprend de l'énergie et donc on peut refaire des activités. D'accord? Voilà. Alors, d'après vous, pendant combien de temps peut-on se concentrer, mais intensément, sur un sujet? Alors, pendant combien de temps peut-on se concentrer intensément sur un sujet? Alors, Elsa dit 1 heure. OK. Moi, je dirais que ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes, mais en moyenne, voilà, 1h30, 20 minutes, merci, 2 heures. OK. Hartmann, c'est ton nom, donc ton prénom, c'est quoi? J'ai vu, c'est Élise, c'est ça? Non? Si tu peux nous mettre dans la conversation, ça sera sympa. Alors, vous voyez, ça va de. Ah, pardon, Hartmann, c'est mon prénom. OK, très bien. Donc, ça dépend aussi des distractions, etc., bien sûr. Mais il y a une moyenne. Voilà, c'est vrai qu'on est tous inégaux, mais il y a quand même une moyenne. Et il faut savoir que vraiment se concentrer sur un sujet, en moyenne, on est entre 20 et 30 minutes. D'accord.
Et il faut savoir que plus ça va, plus on baisse en productivité, en concentration. D'accord. Donc, les tâches les plus importantes, les 10 premières minutes. Ensuite, on a les 30 minutes qui suivent, etc., etc., etc. Il y a une méthode qui a été mise en place suite à ce constat scientifique. Je vous en parlerai à la fin. D'accord? Voilà. Donc, le cerveau, même si on est tous inégaux, en moyenne, si on veut avoir une concentration intense sur un sujet, au-delà de 30 minutes, on va commencer à décliner. En moyenne, on peut travailler en concentration moyenne, comme vous l'avez dit, entre 30 et 1 heure et demie, à peu près. Entre 30 minutes et 1 heure et demie. Mais c'est sûr qu'au bout d'une heure, déjà au-delà d'une heure, eh bien, on est concentré, mais on va être beaucoup moins performant. Pourquoi? Parce que le cerveau, il chauffe. Ben oui, on utilise des zones différentes du cerveau, et forcément, le cerveau, la partie du cerveau qu'on va utiliser pour réfléchir, hein, va se mettre en surchauffe. Donc, plus ça va surchauffer, moins on va être performant. Donc, on va dire cette partie du cerveau. Donc, pensez déjà que, ben, même si on est tous inégaux, en moyenne, ben, on ne peut pas se concentrer longtemps sur un sujet. Mais quand je dis, c'est une vraie concentration. Je ne parle pas. Voilà. Vous êtes plutôt du matin, de l'après-midi, du midi, de la nuit? C'est quoi votre horaire principal? Vous êtes plutôt du matin ou du soir? Alors, alors pour Amaury, il est plutôt du matin. Et les autres? Matin, soir, nuit? Je préfère travailler le matin. Je suis plutôt en forme le soir. Le matin, et c'est assez embêtant. D'accord. Ok, très bien. Bon, alors on voit que les réponses pour l'instant sont plutôt A. Voilà, Marie est d'après-midi. On voit que là-dessus, hein, voilà, on est fait comme ça, on est des êtres humains, on est complètement imparfait. Hein, vous voyez, il y en a qui, ah, moi je suis père, j'ai la pêche le matin. Il y en a, c'est plutôt l'après-midi. Ben, il y en a, ils se disent, ben, je suis plutôt du matin, mais je crois que c'est Elsa qui dit ça, et voilà, et qui dit, mais je suis en forme le soir. Donc, vous voyez, voilà. Donc, il faut aussi savoir quelle est pour vous la période où vous êtes le plus performant, la plus performante. C'est plutôt le matin, c'est plutôt l'après-midi. Donc, c'est toujours pareil. Quand vous allez réaliser des tâches, eh bien, pensez au cycle circadien, ce que je vous ai montré auparavant, et penser à votre propre rythme. Vous êtes du matin, par exemple, il y a des gens, ils se lèvent tous les jours à 5 heures du matin, parce que voilà, ils sont du matin. Puis il y a des gens, ils se couchent tous les jours à minuit, parce que c'est des gens du soir. Hein. Bah, forcément, bon, bah voilà, si je me couche à minuit, alors il y a des gens qui ont, alors, ils sont pas rares, hein, ils sont plutôt rares, pardon, qui ont besoin de 4 ou 5 heures de sommeil par nuit, ça leur suffit, bah, tant mieux pour eux. Hein, mais la plupart des gens dorment entre à peu près 7 et 8 heures par nuit, quoi. Vous voyez, soit on est du matin, soit du soir. Moi, je dors, je vais vous l'avouer, entre 9 et 10 heures par jour. Un très, très gros dormeur. Donc, comment, dans quel environnement doit-on se trouver pour avoir la meilleure concentration d'après-midi? Ah oui, d'accord, c'est intéressant. Oui. Bon, l'après-midi, ouais. D'après vous, dans quel type d'environnement on doit se trouver pour être le plus performant possible et pouvoir se concentrer le mieux possible? Dans le silence, Elsa, bien sûr, tu as entièrement raison. D'accord? Si vous voulez vous concentrer, alors il y a toujours des gens qui vont vous dire, ah ben oui, mais moi j'ai de la musique, j'ai ci, j'ai ça, j'ai la télé. Oui, ok, mais votre cerveau, lui, fait la différence. D'accord? Et donc, vous pouvez toujours avoir la télé, machin, etc. Votre cerveau, il peut se concentrer parce que quelle est la différence entre entendre et écouter? Faites-moi la différence. D'après vous, c'est quoi la différence entre entendre et écouter? Bah, entendre, on fait pas vraiment attention. Et écouter, Bah, écoutez, on est attentif à ce que la personne, elle nous dit. exactement, Elsa. Tout à fait. Voilà. Hein. On va entendre le bruit de la télé, le bruit de la série, la musique, on va l'entendre. Mais on va surtout, quand on écoute attentivement quelque chose, je sais pas moi, comment dire, une vidéo sur une étude de cas, sur un problème à résoudre, on va se concentrer. D'accord?
Eh bien, c'est toute la différence entre entendre et écouter. Écouter, comme tu l'as dit, c'est être attentif à celui qui nous parle ou à la vidéo qu'on l'on regarde. D'accord? Et vous avez entièrement raison. Si je veux me concentrer, il faut d'abord être dans un endroit silencieux, sans distraction. Donc, la première chose à faire quand je veux me concentrer, cool. Tout le monde voit toujours le diaporama, on est toujours d'accord? Oui? Oui, Ok, super. Non, parce qu'il y a des moments où je ne me rends plus compte, donc voilà. Donc ça, c'est important. Vous allez me dire, ah ben, j'ai pas. J'assiste à un atelier où je connais déjà tout. Oui, mais je vais vous apprendre que des banalités, hein. Ce qu'il faut, c'est les respecter, ces banalités. Et donc, si je veux être concentré, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, si je veux vraiment être dans le silence et sans être pollué, qu'est-ce que je dois mettre hors service? Alors, qu'est-ce que je dois mettre hors service, d'après vous? Bah oui, le premier, c'est le téléphone, hein. Surtout aujourd'hui, hein, le smartphone, mais c'est dur. Eh oui. Mais vous verrez que à un moment donné, le smartphone, les notifications de boîte mail, d'accord? Les doubles écrans, vous faites quelque chose, puis vous avez autre chose sur un autre écran. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, d'autres pollutions qui peuvent être votre environnement humain, hein. Si vous êtes dans votre chambre et que vous avez les petits frères, les petites sœurs, les parents qui écoutent la télé, etc., c'est polluant, d'accord? Donc, il faut au maximum essayer de trouver un endroit, ça peut être la bibliothèque, hein, à l'URCA, voilà, ou un endroit sympa dans un bistrot où c'est hyper calme, ou des trucs comme ça, mais plus vous serez dans le calme, plus vous serez prédisposé à bosser correctement. Et je peux vous dire que c'est en vous, c'est vous qui allez décider à un moment donné de faire, faites l'expérience. D'accord? Ceux qui sont tout le temps à dire, oui, mais tu n'as pas le temps, machin, je vais le faire, oui, c'est ça. Faites l'expérience. Quand on s'engage dans quelque chose, engagez-vous. Engagez-vous une semaine. Et vous verrez, oui, par exemple, à la BU, dès que quelqu'un bouge, je lève la tête. Oui, ben voilà. Donc forcément, il faut savoir que là, dans ce que tu viens de dire, le fait d'être distrait par quelque chose, on a 2 fois plus de temps à se reconcentrer par rapport à la durée de la distraction. Si je suis distrait 2 minutes, ça va me coûter 4 minutes pour me reconcentrer. Et à chaque fois, mon cerveau est obligé de se reconcentrer. Donc, c'est hyper important de trouver un endroit. Voilà, je sais pas, moi, quand il fait beau l'été, c'est plus intéressant parce qu'on peut s'asseoir sur un banc, etc., par rapport à l'hiver. Et trouver à tout prix ces endroits de calme. Et puis penser, même si au début c'est frustrant, ah, mon téléphone, machin, s'il m'arrive quelque chose. Oui, mais vous allez voir que quand vous coupez, vous serez beaucoup plus performant. Et après, vous direz, bah, tiens, j'ai raison. Maintenant, quand je travaille, je coupe mon téléphone et la vie s'arrête pas. Bien sûr, sauf si vous entendez un message important ou important. Mais sans quoi, c'est pas la fin du monde. Si quelqu'un vous appelle et que vous êtes en train de travailler, bah, si c'est quelqu'un d'intelligent, il vous laissera un message, il vous rappellera. Puis voilà, et la vie ne s'arrête pas. Ok. Donc, pensez toujours à l'environnement, hein. C'est très important d'être dans un environnement agréable, etc. Si par exemple vous êtes sensible aux odeurs, aux parfums, ben, moi par exemple j'ai des tiges avec du parfum d'ambiance parce que j'aime bien que ça sente bon dans mon bureau, j'aime bien des lumières tamisées, j'aime bien que ça soit chaud dans mon bureau, ça me donne envie de travailler. D'accord? Mettez toutes les conditions euh, pour que vous soyez au maximum. Si vraiment, voilà, si vous faites tout l'inverse et que vous donnez aucune. Alors, bien sûr, je ne dis pas que tout le monde a les possibilités de le faire, mais faites-le au maximum. Et vous verrez que ça sera un atout pour vous en vue de vous concentrer. OK. Vous pourrez faire un diagnostic. On va le faire quand même. Rapidement, on va le faire quand même parce qu'on va retourner, on va réutiliser Booklab. Vous pouvez faire un petit diagnostic. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas si certains connaissent, on appelle ça le SWOT. Je ne sais pas si vous connaissez cet acronyme, le SWOT. Ça vous parle ou pas? Alors, non?
Ok, Non. d'accord. Est-ce que le SWOT s'est affiché sur... il ne veut pas partir, mon SWOT. Contrôle entrée pour... Alors, contrôle. Bon. Ah, d'accord, ok. Bon, je voulais marquer quelque chose dans la... Mais il ne veut pas partir. Ça permet de faire un diagnostic de pas mal de choses. On peut faire ça en gestion de projet, on peut faire ça dans pas mal de choses. Donc, quels sont les talents que j'utilise le plus dans ma gestion du temps? C'est tous des talents, d'accord? Qu'est-ce que vous esquivez le plus dans votre gestion du temps? C'est-à-dire, voilà, est-ce que vous procrastinez? Est-ce que vous avez du mal à couper le téléphone? Est-ce que vous êtes toujours à bondir sur les notifications, etc., etc. Ça, là-dessus, sur vos talents et on pourrait appeler ça des faiblesses, vous avez un pouvoir dessus. Agir, renforcer vos forces, renforcer vos talents. Dire, ouais, là, c'est vrai que je suis un peu trop souvent sur le téléphone. Allez, je lève le pied, je vais gagner 1 heure aujourd'hui. D'accord? Vous avez un pouvoir dessus. C'est ce qu'on appelle le diagnostic interne. Là-dessus, vous avez un pouvoir. Et puis, en dessous, quelles opportunités idéales pour utiliser les talents de votre gestion du temps et quelles menaces craignez-vous la plupart du temps dans la gestion de votre temps? Ça, c'est l'environnement, votre environnement dans lequel vous êtes. Par exemple, l'opportunité, ça pourrait être, ah oui, mais tout près de chez moi, j'ai une bibliothèque municipale et c'est vrai que c'est très calme et je peux y aller quand je veux. Bah, c'est une opportunité dans votre gestion du temps. Par exemple, ça peut être en menace, bah, voilà, j'ai une chambre d'étudiant et pas de bol, ils sont en train de construire un immeuble juste à côté de mon immeuble et j'ai du bruit toute la journée. Donc ça, c'est une menace pour moi. J'y peux rien. Je ne vais pas aller voir les travailleurs, leur dire Eh, arrêtez de taper du marteau parce que je travaille. Pas possible. D'accord? Donc la partie du bas, c'est ce qu'on appelle l'environnement. Et là, vous n'avez pas de pouvoir sur votre environnement. D'accord? Ça s'appelle un SWOT. Ça s'appelle aussi un FFOM. Alors, je ne sais pas pourquoi cette fois-ci, il ne veut pas. Je l'envoie, mais bon, il ne veut pas. Donc voilà. Donc vous pourriez faire un petit peu votre autocontrôle. On peut éventuellement voir un petit peu si ça marche. Et donc, je vais rebalancer, voilà, repartager. Est-ce que vous voyez maintenant le nouvel écran? Oui. Oui? Oui, oui, on voit. OK. Donc, je vais passer à la question suivante. Donc, ce serait bien de vous reconnecter sur Google et quels sont les 2 talents que je possède dans la gestion du temps? Répondez à cette question. Prenez une bulle et faites comme tout à l'heure et vous validez. Voilà. Je vais arrêter le chat et je vais le redémarrer. Chat, voilà. Ah voilà, ça y est, ça. Prenez le temps de vous reprogrammer. Quels sont les 2 talents que je possède dans la gestion du temps? Vous avez forcément des talents. Quels sont-ils? Je fais un planning à la semaine et j'essaie de le suivre. Très bien. L'adaptabilité et... Alors, ça veut dire quoi, ça? Ah bah, c'est difficile d'en trouver deux en fait. Ah, d'accord, ok, très bien. Merci, Amaury. Allez-y pour les autres. N'hésitez pas, hein, essayez de vous connecter. Et puis, c'est pas toujours évident, mais voilà. Vous voyez que c'est super interactif. Et je vous montre un peu un outil qui peut, voilà, qui peut vous permettre. euh, OK. Il y en a 2 qui ont répondu, c'est déjà pas mal. Bon, voilà. Donc, on repasse
Ah, ça y est, attendez. Oh là, je suis mauvaise langue. Premier, je connais mon rythme. Ah ben, très bien. Voilà, on sait comment. Parfait. Et je me déconcentre difficilement par les choses qui se passent dans mon entourage. Bravo. Très bien. OK. Parfait, parfait, parfait. Alors, OK. On va. Il faut savoir que derrière tout ça, on va changer. Je vais encore changer d'écran. Je suis un peu. Voilà. Hop. Puisque ça marche plutôt bien. Voilà. Quel talent. On vient de poser la question. Vous me dites, hein, si vous ne voyez plus la connexion avec les écrans, vous me criez dessus, hein, ok. On a tous des voleurs de temps. Et ça, c'est important. Dans notre vie, autour de nous, d'accord, on a des voleurs de temps. Alors, externes, ça peut être les parents qui regardent la télé toute la soirée et qui m'empêchent de travailler, le petit frère qui frappe tout le temps à ma porte, le copain qui est trop présent, etc., etc. Tout ça, c'est l'externe, hein. Le téléphone qui n'arrête pas de sonner, etc., etc. Mais ça peut être aussi interne, hein. C'est-à-dire que, par exemple, c'est propre à soi-même. Voilà. Euh, je procrastine, hein. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire procrastiner? Parce que ça fait plusieurs fois que j'utilise le mot, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est quand on remet tout au lendemain. Tout à fait, Elsa. Voilà. Hein, quand on reporte, on arrête pas de reporter. Ah, ben, je le ferai demain. Puis le lendemain arrive. Oui, mais c'est pas très urgent. Je le referai. Allez, j'aurai bien 5 minutes pour le faire après-demain, etc., etc. Et on reporte, on reporte, on reporte. Eh bien, là, c'est plutôt interne. D'accord? C'est un voleur de temps, mais interne. Ça peut être aussi, par exemple, la timidité qui fait que j'ai du mal à m'imposer quand il y a des gens qui parlent autour de moi alors que j'ai besoin de silence. Le manque d'affirmation de soi, etc., etc. Vous voyez, on peut avoir des voleurs de temps internes propres à soi-même, à l'intérieur de soi, ou à l'extérieur de soi, c'est-à-dire dans son environnement. On appelle des voleurs de temps. Et on va encore changer. On va repartir sur WooClap, d'accord. Il est où mon WooClap? Voilà. Et vous allez répondre à la question suivante. Donc, vous allez, voilà, vous reprenez votre téléphone, vous allez à la question suivante. Quels sont mes deux principaux voleurs de temps? C'est pas la peine d'en mettre ça. Si vous voulez en mettre trois ou quatre, vous pouvez en mettre trois ou quatre. Donc, vous reprenez une bulle et vous répondez quels sont vos deux principaux voleurs de temps? Le téléphone, les activités annexes et la démotivation. Ah, ouais. Alors là, la démotivation, tu vois, c'est vachement intéressant. Euh, Est-ce que tu veux en parler? C'est plutôt interne ou externe la démotivation? Plutôt interne, je dirais. Ah oui, voilà. Hein. Hein, il y a des moments, on ne croit pas trop en soi, on dit voilà, je ne vais pas y arriver, etc. Là, on est en interne, d'accord? Ensuite, les réseaux sociaux, ben là, c'est externe, bien sûr, c'est l'environnement. Trop de sommeil, ben ça, c'est interne, d'accord? Voilà, je vois que il y a une personne qui dort aussi beaucoup, hein. Mais moi, voilà, j'ai 61 ans et c'est vrai que je peux dormir entre 8 et 10 heures par jour, hein. Voilà, ça ne me dérange pas, hein. Le téléphone et regarder toujours ailleurs, dehors, là. Alors là, regardez toujours ailleurs, c'est interne ou externe pour celui qui a marqué ça? Alors, interne ou externe? Ben, c'est, ah oui, ah, non, Elsa. Enfin, ok, tu le vois comme ça, enfin, les deux, je pense. C'est-à-dire que qui regarde ailleurs? C'est moi, d'accord? C'est pas mon environnement qui me regarde, c'est moi qui regarde l'environnement, d'accord? Donc c'est plutôt, je dirais que moi, dans ma façon de penser, après, si tu penses que c'est externe, ça marche aussi, mais je veux dire, ça vient de moi. Le fait que, voilà, j'ai toujours un peu la tête, voilà, la tête, regardez, curieux, etc. Donc ça vient de moi. Donc mon voleur de temps, c'est que je ne peux pas m'empêcher toujours d'aller regarder à droite, à gauche, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est interne. D'accord? Vous voyez, on a des voleurs de temps qui sont externes, hein, comme le téléphone, comme par exemple là.
la procrastination. La procrastination, c'est interne ou externe pour celui qui l'a mis? Alors, la procrastination, interne ou externe? Interne? Ah oui, interne, Amaury, tout à fait. La télévision, externe. Voilà. Ah, c'est moi qui décide, en mon fort intérieur, de remettre à demain. D'accord. La télévision, bah, elle est là. Elle est externe, c'est dans mon environnement. Donc, vous pouvez apprendre, c'est à travailler sur voilà, vos deux voleurs de temps, ou trois voleurs de temps. Vous voyez que vous avez des voleurs internes et des voleurs externes. Alors, les voleurs internes, est-ce que vous avez, comment dire, le pouvoir à 100% sur vos voleurs de temps internes? Est-ce que vous avez le pouvoir à 100% sur vos voleurs de temps internes ou pas? Non, parce que ça fait quand même partie de la personnalité. Ouais. Mais encore, d'autres réponses. Elsa, qu'est-ce qui se passe? Tu parles plus. Ah, c'est difficile de les changer car elles sont en nous. Alors, c'est pas bête, hein, c'est même très intelligent. Et en même temps, qui a le pouvoir sur sa personnalité? Qui a le pouvoir sur le fait de dire oui ou non, je procrastine, oui ou non, je lève la tête pour regarder, d'accord? Ou oui ou non, je dors trop. C'est moi, d'accord? Donc, c'est vrai que ça fait partie de notre personnalité. Mais c'est quand même moi qui a le pouvoir là-dessus. Donc, tous les voleurs de temps interne, nous sommes, mais il faut être. Oui, ben, tout à fait. Eh bien, bien sûr, entièrement d'accord, hein. Nous sommes seuls, mais il faut être capable de le dire, de se le dire et de réussir à aller à l'encontre. Non, mais c'est un travail personnel. La gestion du temps, la plupart du temps, c'est un travail personnel. Ça ne vient pas du ciel. OK? Donc, à un moment donné, si je pense que c'est vrai que je dors un peu trop et que je devrais réduire un peu mon temps de sommeil, ben, c'est à vous de le décider. Je sais que c'est pas facile, hein, mais il n'y a que vous qui pouvez le décider. D'accord? Le fait d'être, voilà, c'est marqué interne, voilà, tout à fait. La procrastination, ben, il n'y a que vous. OK? Vous pouvez dire, à partir de demain, maintenant, je ne procrastine plus, je ne remets plus à demain ce que je peux faire aujourd'hui, je vais le faire tout de suite. C'est vous qui décidez. Alors que les voleurs de temps externes ben, ne dépendent pas que de vous. Ils dépendent d'autres personnes, d'autres lieux. D'accord? Quand vous êtes dans la salle à manger, ou dans le salon, vous êtes en train de lire un bouquin sur lequel vous avez un résumé à faire, et qu'à côté, vous avez votre sœur, votre frère, votre petit ami qui regarde la télé, là, votre voleur de temps, ben, il est externe. Soit vous avez le courage de dire, écoute, est-ce que, ben, soit je m'en vais, je ne peux pas rester à côté de toi parce que j'ai besoin de lire et je suis obligé d'être au calme, sauf que vous êtes seul, vous êtes à deux dans la même pièce parce que vous êtes dans un studio. Et à un moment donné, vous voyez, vous n'êtes pas le seul à avoir le pouvoir de gérer cette télévision. Vous voyez. Donc, tout ce qui est pollution externe, on n'a pas vraiment beaucoup de pouvoir dessus. Alors que tout ce qui est pollution interne, on a un pouvoir. Et vous l'avez très justement dit, ce pouvoir, il est difficile à mettre en œuvre. Il faut de la volonté. C'est pas facile. D'accord? Très bien. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que ça va pour l'instant? Oui, oui, ça va. OK. On continue. Vous pourriez vous poser la question, mais on se la posera plutôt en fin d'atelier. C'est et demain, qu'est-ce que je mets en place pour améliorer la gestion de mon temps? Et là, vous pourriez, d'ici la fin de l'atelier, de voir peut-être quelque chose qui va vous éclairer, va vous dire, ah oui, tiens, c'est vrai, je n'avais pas pensé ou je ne l'avais pas vu comme ça. Et comme quand je parlais de ces voleurs de temps internes, par moment, ouais, au début, vous dites, ah oui, non, mais c'est externe. Ouais, non, mais c'est pas du tout externe. J'ai la totalité du pouvoir de dire, j'arrête demain ou je continue demain. Maintenant, est-ce que vous êtes capable de le faire? C'est ça aussi. Il n'y a que vous qui en êtes capable. C'est à vous de décider. Comme je dis toujours aux gens qui m'entourent, et surtout à mes enfants, vous êtes responsable de votre vie. D'accord? Vous êtes seul responsable de votre vie.
C'est à vous de la gérer, c'est pas à moi. Hein. Donc, ce serait intéressant peut-être en fin d'atelier de répondre à cette question-là. D'accord? Ça pourrait être assez sympa. Alors attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Voilà. Et je vais. Excusez-moi. Bon, alors, c'est juste que je vais modifier. Voilà, je vais le mettre à la fin. Je vais le mettre là. Voilà. OK. Et ça, c'est un peu. Et tout va bien. Voilà. Hop. Et on va. OK. Repartager l'écran. Voilà. OK. Bien. Maintenant, on va passer à. C'est bon, vous revoyez à nouveau l'écran? Vous revoyez à nouveau les diapos? Oui, normal. Ok, super. C'est juste, j'ai modifié une diapo pour la poser à la fin. Voilà. On va voir un petit peu les maladies liées à la gestion du temps. Parce qu'il y a des maladies de la gestion du temps. La WIT et la chronophagie. Et oui, messieurs, dames, ce sont des maladies. La WIT, c'est aussi simple que ça. C'est la difficulté à refuser les échéances irréalistes. Refuser les urgences de dernière minute, demander d'aide quand on en a besoin. Voilà, vous avez des gens voilà, qui ont du mal. Est-ce qu'on leur dit, ah, tiens, il faut que tu me fasses ça pendant 2 heures? Vous savez très bien que ce n'est pas possible. Sauf que bah, vous avez une faiblesse, c'est que vous avez du mal à dire non. Et de dire, bah là, c'est pas possible, je ne vais pas pouvoir le faire en 2 heures. Je peux te faire ça en 2 heures, mais pas la totale. Ou de refuser, voilà. Là, on va avoir souvent, la WIT, sont des gens qui ont des soucis d'affirmation de soi. Alors croyez-moi, il y en a beaucoup. Hein. Voilà, tout le monde est concerné par l'affirmation de soi. Il y a un mot en anglais qu'on utilise en affirmation de soi, on appelle ça l'assertivité. Juste pour votre gouverne personnelle. Vous connaissiez ce mot-là, l'assertivité? C'est un mot que j'utilise moi quand je donne mes cours. Voilà. Hein, c'est un mot, ça vient de l'anglais assertiveness. Est-ce que vous connaissiez ce mot assertivité? Non. Non? Donc ça veut dire tout simplement en français, donc c'est un mot qui a été francisé, hein, mais ça veut dire l'affirmation de soi. Et là, la WIT, le souci, c'est ça. Voilà, c'est le manque d'affirmation de soi, le manque de confiance en soi. Ça se travaille aussi pour mieux gérer son temps, apprendre à dire non. Est-ce que certains d'entre vous ont du mal à dire non? Non, ça va, vous gérez. Ah oui, quand même. Ok. Ah, Maurice se lâche quand même, il est sincère. Ok, il a du mal à dire non. Vous voyez, ça s'apprend. Moi, ça va. Et pour Marie, ça va. Voilà. Vous voyez, voilà, tout ça, ça dépend aussi des personnalités, mais par moment, voilà, on aimerait bien dire non, mais ah non, mais là, attends, si je lui fais ça, après, moi, j'ai plus le temps pour faire mon devoir, etc. Et par moment, il faut savoir apprendre à dire non. Alors là, si vraiment vous avez gros problème de gestion du temps, vous pouvez aussi, et que, en plus, vous manquez un peu d'affirmation de vous, ça peut être sympa de faire une séance, page, un module d'affirmation de soi. Voilà. Alors après, c'est pas en claquant des doigts qu'on y arrive. Hein. Il faut du temps, il faut de la persévérance, il faut du courage. Voilà. La chronophagie. Être sans cesse dérangé par l'environnement, d'accord? Par les mails, par le téléphone, par le voisin, par le copain, par la copine, par le prof, par tout ça. Voilà. Et donc, on est tout le temps dérangé. Et comme je viens de vous le dire, à chaque fois que vous êtes dérangé, vous perdez votre concentration. Et pour retrouver votre concentration, ça vous demande 2 fois plus de temps que le temps de déconcentration en elle-même. D'accord? Voilà. Donc, attention à ça. Donc, les causes, ben voilà, pour ceux qui travaillent, les réunionites, l'informationnite, la mauvaise coordination de projet, la politique des pertes. Voilà, je ne peux pas m'empêcher de répondre au téléphone si ma copine elle m'appelle alors que je suis en train de faire un devoir vachement important, parce que c'est ma copine, et machin. Mais, ben, elle rappellera votre copine. C'est pas elle qui va avoir une mauvaise note si vous ne faites pas votre boulot, quoi. OK. Ensuite, on a la tendinite.
Donc, la tendinite, c'est le sentiment de toujours manquer de temps, qu'il y a trop de choses à faire, que les échanges sont trop serrés. D'accord? Voilà. Il faut toujours aller vite. Il faut faire tout à la dernière minute, aller vite parce qu'on n'a jamais assez de temps, quoi. On est toujours stressé, hein, d'accord? Voilà. Mais tout simplement parce qu'on a du mal à s'organiser. D'accord? Faut toujours être, je fais des efforts, je vais y arriver, puis on n'y arrive pas parce que ben, on se met toujours plein de choses sur le dos, alors que ça pourrait être beaucoup plus simple de faire correctement son travail, mais on se met des charges supplémentaires, etc., etc. Voilà. Et on a du mal à évaluer, on dit oui à plein de choses, sachant qu'on sera incapable de tout faire, quoi. Et c'est en se posant qu'on se dit, ah ben là, attends, j'ai dit oui, 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 mais c'est pas possible, quoi. Je pourrais pas tout faire. Il faut que je fasse des choix. Puis comment je vais leur dire? Ah oui, mais alors je manque un peu de confiance en moi. Donc, je peux pas dire non à un tel, tu peux pas dire non à un tel. Vous voyez? Stressé, il faut savoir que quand on stresse, eh ben, on peut pas se concentrer. La lipophilie, hein, c'est pas la liposuction, c'est la lipophilie. C'est la tendance à exécuter une tâche au dernier moment. D'accord? Faire, comment dire, dépêche-toi. Donc, quand on est dans le dépêche-toi, on se dépêche de faire à la dernière minute. On se dépêche toujours. Tu m'as fait le truc là? Oui, mais voilà. Vous avez des gens qui travaillent souvent, d'accord, euh, en dernière minute. Ça marche plutôt bien, hein, parce qu'ils sont préparés pour ça. Puis vous en avez qui aussi sont plutôt dans l'action avant d'être dans la réflexion. Donc forcément, ils vont agir. Ils vont dire, ah oui, mais comment je dois faire? Faut que je réfléchisse. Donc, ils réfléchissent, etc. Donc, ils perdent du temps. Qui est plutôt dans le style faire tout à la dernière minute parmi les participants? Qui est plutôt faire tout à l'arrache? Personne? Ah, enfin! Ah, il y en a deux, quand même, qui s'avouent. Très bien. Ça m'arrive aussi. Ah ben, trois. OK, ça marche. Et oui. Après, si ça marche, avant, ah, mais maintenant, j'ai arrêté. Très bien, Méline. Surtout pour les partiels. OK. Oh, très bien. Là, franchement, après, ça dépend. Vous êtes jeune, voilà. Mais il faut savoir que, on va le voir après, si vous programmez correctement, vous verrez que vous serez beaucoup moins stressé. Et si on veut retenir, le stress, ça n'aide pas à retenir. C'est un facteur d'anti-mémorisation. Donc, il faut apprendre à éviter, mais à moins que ce soit votre coutume. Par exemple, j'avais une stagiaire une fois qui me disait, elle était anciennement journaliste, et donc elle me dit, ben, moi, voilà, j'ai toujours fait à la dernière minute parce que mon métier avant d'être dans une autre fonction, eh bien, je faisais tout à l'arrache à la dernière minute parce que voilà, il fallait tout le temps être en réactivité. J'ai continué à faire comme ça, à le faire à la dernière minute. Allez, dépêche-toi, vite, faut que tu fasses ton article, etc., etc. Mais elle fonctionnait comme ça lui convenait. D'accord? Ça ne convenait pas forcément à ses supérieurs, mais elle, ça lui convenait. Si ça vous convient, bah, ok, mais sans quoi, il y a des actions à mettre en place. Donc, les causes, ne pas se concentrer sur les priorités. Hein, on est un peu, voilà, on prend pas, on cherche pas son temps, quoi. On n'est pas discipliné, hein, on est vite absorbé par le copain qui dit, ah, tu viens boire une bière, place d'Erlon, hein, plutôt que de dire, ouais, non, je viens de voir, oui, bah, je le ferai après, je vais d'abord la bière, hein, voilà. Ne pas penser au long terme, hein, on vit au jour le jour, à la minute, hein, et puis, voilà, il y a d'autres choses en dessous, faire la différence entre l'urgent et l'important, c'est ce qu'on va voir après. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est les grandes lois. Si déjà vous pouvez en appliquer certaines, eh bien, ça sera déjà gagné. Donc, dans les grandes lois de la gestion du temps, la première, c'est la loi de Murphy. Est-ce que certains connaissent ce que c'est que la loi de Murphy? Non, pas du tout. Pas du tout, ok, parfait. Ah, Amaury, c'est quoi la loi de Murphy? Euh, c'est quand les pires choses arrivent au pire moment. Ou alors quand on va avoir un petit problème dans notre journée et ça va faire que de s'enchaîner toute la journée. Ouais, c'est tout à fait ça, hein. La loi de Murphy, c'est que une tâche prend plus de temps que prévu. D'accord? C'est un peu ce que tu viens de dire.
Voilà. D'un seul coup, je devais mettre 1 heure pour faire mon devoir et pas comment dire, un problème Internet et j'ai pas eu Internet pendant une demi-heure. Donc forcément, ben, je peux pas rendre mon devoir à temps. Pourquoi? Parce que j'ai une boulette Internet. D'accord. Voilà. C'est la loi de l'imprévu, Murphy. C'est ce que tu as dit, Amaury. C'est très bien. Donc, c'est une tâche qui prendra toujours plus de temps qu'on imagine. Donc, apprenez, messieurs, dames. C'est pas toujours facile, mais moi, je le fais. Je le fais depuis très longtemps. C'est que je prends toujours un temps pour l'imprévu. Vous voyez, je parle, je vous ai dit, je voyage beaucoup. Le Grand Est et les Hauts-de-France, c'est pas tout près, hein. Là, c'est une grande région, hein. En total, ça fait plus d'une dizaine de départements, donc je pars en déplacement souvent. Et bah, il faut au moins que j'arrive 30 minutes avant l'ouverture de mon stage, hein, amateur libéral. Donc, si je commence à 9 heures, l'ouverture de mon stage, je suis présent à 8h30. OK? Si je ne suis pas présent à 8, pourquoi présent à 8h30? Pourquoi? Parce que je vais vérifier ma salle, je vais vérifier s'il y a un vidéoprojecteur, s'il y a des chaises, si ça fonctionne bien, s'il y a un paperboard, si j'ai des feutres, où sont les choses, etc., etc., etc. Et aussi, par moment, pour trouver simplement le lieu où je vais travailler, quoi. Il y a des moments, ça m'est arrivé qu'une fois cette année, où j'étais à côté du lieu où je devais travailler, je ne le trouvais pas, parce qu'on m'avait donné des mauvaises informations. Donc voilà, donc attention à ça. Voilà, prévoir toujours un temps pour l'imprévu. Pour vous, ça peut être ça, je ne sais pas moi, ça peut être vous crevez, il y a un bouchon, d'un coup vous n'avez pas prévu, mais bam, vous avez un tracteur devant vous, en ce moment c'est comme ça, hein. Voilà, et vous deviez être à l'heure en cours, et vous n'avez pas pris de temps pour au cas où, quoi. Voilà. Si vous n'avez pas besoin de ce temps supplémentaire, parce que tout compris, ça a super bien fonctionné, bah, ça vous donne, parce que le temps, lui, il ne s'arrête jamais. D'accord? Bah, ça vous donne 30 minutes pour voir. Si vous êtes fumeur, vous fumez, hop, discuter avec les gens. C'est cool. Si vous ne prenez pas de temps pour l'imprévu, moi, je sais que je stresse assez facilement en vieillissant. Si j'arrive à 9h moins 5 pour 9h, je ne vais pas être bien dans ma tête, quoi. Donc, forcément, j'ai démarré ma séance de formation en stress, et ça, c'est pas bon pour moi ni pour les stagiaires. La loi de Carlson. Est-ce que vous connaissez, alors, la loi de Murphy, elle est quand même facilement connue, mais la loi de Carlson, est-ce que certains la connaissent? Ça vous dit rien? OK. Une tâche sans interruption est toujours plus efficace. C'est ce qu'on dit depuis le début. D'accord? Apprenez à vous concentrer, apprenez à vous isoler pour ne pas être déconcentré. Je vous le rappelle, le temps de déconcentration demande 2 fois plus de temps pour se reconcentrer. Donc, attention à ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Carlson. Donc, apprenez à vous isoler et à vous couper de tout ce qui peut nuire à votre concentration. Même si c'est des petites, même si par exemple c'est 30 minutes, c'est pas grave. 25 minutes, c'est pas grave. Mais pendant 25 minutes, au moins vous, tiens, on a un nouveau qui vient d'arriver. Voilà, un I, qui c'est I, mais voilà. Et comment dire, vous dites au moins pendant 25 minutes, même si je coupe mon téléphone, 25 minutes, je peux le tenir. Et puis dans 25 minutes, je pourrais allumer mon téléphone. D'accord? Je me replongerai pendant 25 minutes. C'est ce que je vous montrerai à la fin. Au moins, la séquence de temps de déconcentration, de concentration est courte. Donc, elle est plus facilement admissible pour votre cerveau. Ensuite, la loi de Pareto. Ça, je pense que peut-être certains connaissent la loi de Pareto. Oui, il y a surtout moi, comme enseignante au lycée. Voilà, ouais. Alors, la loi de Pareto, ça vous parle ou pas? Non? OK. La loi de Pareto, c'est la loi du 20-80. C'est-à-dire que 20% du temps que vous allez passer dans la journée doit répondre à 80% de vos résultats que vous devez obtenir dans la journée. Et les 80% du temps qui reste vont répondre aux 20% de résultats que vous devez atteindre dans la journée. Ça veut dire quoi? Il faut d'abord
faire les tâches prioritaires en premier, les 20%, qui vont vous donner les 80% de résultats de votre journée, ce qu'on attend de vous de votre journée, ce qui représente 80% du résultat. Et puis les autres 80% du temps, vous pouvez faire des tâches beaucoup plus faciles qui ne répondront qu'à une priorité très faible de résultats. Voilà. Et donc, 20% du travail effectué produit 80% des résultats de la journée. Donc, il faut toujours se baser sur l'essentiel. Qu'est-ce que je dois faire d'essentiel aujourd'hui et uniquement ça? Si j'avais qu'une chose à faire, ça serait quoi? Voilà. Il faut penser comme ça. La loi de Parkinson. Donc, sans délai, la tâche a tendance à s'éterniser. Donc alors ça, je l'ai expérimenté depuis des années. Je ne sais pas si certains ont déjà vécu ça, mais quand vous avez des profs, vous êtes face à vos professeurs, puis d'un coup, on dit, bon, allez, on fait un exercice, allez, prenez, vous distribuez une feuille, allez-y, faites votre exercice. Et que votre professeur ne vous donne pas de délai. Qu'est-ce qui se passe d'après vous? Qu'est-ce qui se passe quand votre prof ne vous donne pas de délai? Bah, on va pas le faire, enfin mettre du temps à le faire. Ben oui, on va mettre beaucoup plus de temps à le faire. Pourquoi? Pourquoi, Elsa? Bah, parce que comme on n'a pas de délai imparti, bah, on va se dire, oh, bah, on a le temps et du coup, on va repousser à chaque fois. Ouais, ouais. Quand je donne des travaux en sous-groupe, et il y a des moments, je fais, comment dire, parce qu'on a parce qu'on a des limites dans le temps. Donc, voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je dis au groupe, allez, allez-y, travaillez sur l'exercice, comme tu l'as dit, Elsa, au début, bah, voilà, les gens vont commencer à travailler, machin, etc. Ils travaillent un petit peu, puis après, d'un coup, il y en a qui ont fait, tu as vu la nouvelle série, et là, pas, vous partez sur la nouvelle série. Ah, mais tu as vu la nouvelle musique de machin, etc. Et hop, on fait des digressions. Puis après, on dit, ouais, bon, il faut se remettre quand même sur le travail que Koé a donné. Hop, on revient. Puis après, on redigresse. Puis après, on revient. Et c'est toujours comme ça fait des vagues. Voilà. Et ça, je peux vous dire que c'est vraiment par expérience, c'est la réalité que je vis, quoi. Alors que si je dis d'un seul coup aux étudiants ou même voilà, aux dirigeants, aux cadres que je forme, je leur dis, bon, bah, écoutez, vous avez 30 minutes pour faire ce travail. Alors souvent, on me dit, oh, c'est trop court, machin, etc. J'ai calculé 30 minutes, c'est suffisant. Et bien là, vous avez une qualité et une efficacité qui est beaucoup plus grande. En 30 minutes, le travail est fait. Pourquoi? Parce que les gens se concentrent sur leur travail parce qu'ils ont un délai et ils digressent beaucoup moins. Donc, fixez-vous des délais. Apprenez à vous fixer des délais et ça, c'est vraiment important ce que je vous dis. Vous pouvez vous dire, bon voilà, à vous d'apprendre à estimer quel temps vous allez consacrer à faire un devoir, par exemple, ou une étude de cas, ou voilà. Bon, bah là, allez, en 2 heures, il faut que j'ai bouclé ce devoir-là. Si vous êtes dans les bons timings, vous allez voir, votre cerveau, il va se programmer pour 2 heures. Et au bout de 2 heures, vous devez avoir terminé votre devoir. Ça, faites-le, vous verrez, ça marche super bien. Mais donnez-vous des délais. Parce que sans quoi, si vous ne donnez pas de délai, vous commencez. Après, au bout d'une demi-heure, ah bah tiens, je vais aller boire un chocolat. On recommence. Il faut se reconcentrer. Hop. Ah bah tiens, je vais téléphoner à ma copine, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Gna, 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 gna. On se redéconcentre, etc., etc., etc. Le truc qu'on devait faire en 2 heures, on le fait en 3 heures. Voilà. Donc ça, c'est très, très important. Fixez-vous des délais. La loi d'Illich, au-delà d'une certaine durée, on devient improductif, voire contre-productif. Donc ça, il y a une méthode que je vous donnerai à la fin. Apprenez à faire des pauses. On a vu au début de la séance de l'atelier que, en moyenne, on peut se concentrer entre 30 minutes et vraiment très fortement, c'est 30 minutes. Concentration moyenne entre 30 minutes et 1 heure et demie. D'accord? Donc, ne restez pas 4 heures devant votre écran sans faire de pause. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je vous l'ai dit, il y a des zones du cerveau qui vont être activées plus que d'autres, tout quand on est dans des travaux de réflexion. Et donc, quand vous êtes dans un travail de réflexion, la zone qui travaille, elle chauffe.
Et à un moment donné, elle va surchauffer. Je ne rigole pas quand je dis ça, c'est la vérité, hein. Donc, à un moment donné, il faut breaker pour faire refroidir la zone ou faire autre chose, d'accord? Mais qui n'est pas un sujet de réflexion. Pour activer une autre zone du cerveau qui, elle, est froide. Voilà. Donc, apprenez à faire des pauses. Alors, comment faire des pauses? Bah, tout simplement, je ne sais pas moi, 5 minutes, 10 minutes, tu bois un café, tu sors dehors, voilà, tu regardes le ciel, mais sortir de l'écran, sortir de tout ça. Il faut, surtout pour vos yeux, si vous travaillez beaucoup sur ordinateur, apprenez pendant la pause à sortir dehors, à regarder le ciel pour redonner un autre environnement à vos yeux et défatiguer vos yeux. Mais voilà, une pause, c'est tout simple, hein, je crois que c'est de faire autre chose, une pause. Voilà, c'est boire un verre d'eau, c'est, je sais pas moi, ce que vous voulez. Mais une pause, c'est pas faire 30 minutes de pause, hein, c'est pas ça une pause. D'accord? Pas non plus, ça peut être 5 minutes. Je dirais que moi, par exemple, en formation, je donne des pauses de 15 minutes. Voilà, quand même le temps de, voilà, de break. Je trouve que c'est pas mal. Mais ça dépend aussi de votre temps de concentration. Si vous avez un temps de concentration faible, on peut faire des pauses plus petites. Après, la grande loi de Laborie, c'est le danger de repousser sans cesse des tâches ennuyeuses et des s'expédier en dernière minute. C'est ce qu'on raconte depuis le début, hein. On y reviendra, d'accord? Et faites le plus difficile en premier. Il y a un mot pour ça, je vous l'expliquerai tout à l'heure, hein. La procrastination, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure en début. La loi de Taylor. L'ordre dans lequel on réalise les tâches influe sur le temps qu'elles prennent. C'est ce que je vous disais. Dans notre journée, il y a des moments de la journée où on est très productif, on est plutôt du matin, et puis il y a le temps naturel. Le matin, on est souvent plus productif. Entre midi et deux, on a faim, etc. Après le déjeuner, on digère. En fin de journée, bah, on a une journée qui est derrière nous, donc on est un peu fatigué. Donc, apprenez à mettre vos activités dans le bon ordre de priorité. Ce qui est complexe, il faut le faire quand vous êtes en forme. D'accord? Vous n'allez pas faire ça juste après le repas. D'accord? Par contre, trier des documents, faire des recherches sur Internet, voilà, c'est très complexe. Vous pouvez faire ça après le déjeuner. Voilà, c'est un temps un peu fun, voilà. Mais il faut apprendre à organiser en fonction de votre efficacité et de votre productivité vos travaux. La tâche de l'ecclésiastique, il y a un temps pour agir, un temps pour réfléchir. Je vous l'ai dit, on a des zones du cerveau qui sont différentes. Quand je réfléchis, ça active certaines zones. Quand je fais de l'action, ça active d'autres zones. Donc, apprenez à diversifier dans une journée. Par exemple, moi, quand j'anime, eh bien, quand j'interviens, j'essaye toujours d'alterner des activités de réflexion avec des activités ludiques pendant mes cours, pendant mes stages, pour que les gens, voilà, ne soient pas fatigués. D'accord? Parce que le fait de breaker, de changer, de diversifier les activités, eh bien, ça empêche la personne de rentrer dans une démotivation, dans une lassitude ou dans une fatigue. Pas parce qu'on fait autre chose. Voilà. Donc, pensez à ne pas tout le temps, dans toute la journée, dire ah putain, pendant 8 heures, je dois me taper un sujet de réflexion. Non, programmez et on verra comment on pourra faire après. La loi de Fraise, 1 heure n'est pas toujours 1 heure. Variez les activités, fixez des deadlines. Euh, D'après vous, quand un cours est très chiant, est-ce que le temps passe vite ou pas? Alors, Ah non, c'est long. bah oui, ah, on est là. Oh putain, il y en a encore pour 1 heure. Oh, il y en a encore pour 2 heures, d'accord? Alors que quand un cours est passionnant, qu'est-ce qui se passe? On ne voit pas le temps passer. Donc, attention à ça, hein. Dans ce coup, vous êtes dans une matière, ah, c'est super fun, etc. Bah oui, là, vous ne verrez pas le temps passer. Donc, attention à ça, hein. Fixez-vous des deadlines, variez les activités parce que 1 heure n'est pas toujours 1 heure en fonction de ce que l'on fait. Alors, cette loi-là, la 10-90, là, elle est aussi prioritaire. C'est quoi? Apprenez à concentrer, à consacrer, alors peut-être pas 10%, quoi, mais au moins un quart d'heure, 10 minutes par journée à planifier votre journée d'après, le lendemain. Tous les jours,
vous faites le point sur ce que vous avez fait et le point sur ce que vous avez à faire le lendemain, votre planification. Pourquoi c'est hyper important? Parce que si vous planifiez ce que vous avez à faire pour le lendemain ou pour la semaine, et surtout pour le lendemain, vous allez libérer les contraintes de votre cerveau et ça va libérer votre activité cérébrale. Ça veut dire que vous allez pouvoir vous endormir tranquille dans les bras de Morphée. Pourquoi? Parce que ce que vous avez à faire pour demain, vous l'avez noté. Et à chaque fois que vous notez quelque chose, ça libère le cerveau. Tout ça, c'est scientifiquement connu, hein. D'accord? Donc, apprenez à noter les choses, ce qui va vous libérer votre cerveau. Donc, vous serez plus épanoui pour faire autre chose, une activité, pour dormir. Voilà. Ce qu'il faut, c'est avoir comment dire, cette activité de toujours faire le point, tous les jours, une fois par jour, de ce que j'ai fait et ce que j'ai à faire le lendemain. Voilà. C'est très, très important au niveau cérébral, au niveau du stress, au niveau de la motivation, surtout au niveau de votre qualité de vie et de la qualité de votre sommeil. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Est-ce que ça va? Oui, tout va bien. OK, Oui. très bien. Alors, on va passer maintenant aux outils. Donc, je vous en propose quelques-unes, pas tous, mais on va en voir quelques-unes. Alors, est-ce que vous connaissez l'outil SMART? Non. Non, pas pour Non. Méline. Elsa non plus. OK. Alors, l'outil SMART, on a tous des objectifs. Chaque jour, on a des objectifs. Je dois rendre tel dossier pour 16 heures, tel devoir pour demain matin, je dois faire mes courses, je dois faire ci, je dois faire ça, etc., 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 etc. Bah tiens, je dois faire mon jogging. Eh bien, un objectif. Donc, ça ne concerne que les objectifs, c'est-à-dire des choses à atteindre, des résultats à attendre, à rendre un devoir. Ça, c'est un objectif. On va le smarter. Ça veut dire quoi? Que vous allez essayer d'apprendre à smarter vos objectifs. Alors, pas les objectifs complexes, les objectifs simples. Donc, un objectif, d'accord, qui n'est pas correctement défini, est correctement défini, est à moitié atteint. Quoi? Vous allez le smarter. Un, votre objectif doit être simple. Bien. Si vous mettez, voilà, vous avez un super dossier à travailler en sous-groupe, vous en avez pour un mois de travail, vous ne pouvez pas smarter votre objectif, pas parce qu'il est complexe. Donc, il faut diviser votre objectif complexe en sous-objectifs pour qu'il devienne simple. Donc, un objectif, il doit être spécifique ou simple. Il doit être mesurable, c'est-à-dire que je puisse mettre en place des indicateurs pour vérifier si j'ai atteint mon objectif. Il doit être atteignable, ambitieux, c'est-à-dire pas, voilà, je veux dire, si vous dites, oh, mais ça, je vais le faire en 2 heures, vous savez très bien que vous ne pourrez pas le faire en 2 heures, ça ne sert à rien, il n'est pas smart. D'accord? Il doit être ambitieux, mais pas trop ambitieux. Il faut qu'il soit réalisable. Est-ce que vous avez les moyens de réaliser votre objectif? Est-ce que vous avez votre ordinateur? Est-ce que vous avez un vidéoprojecteur? Est-ce que vous avez la documentation? Est-ce que vous avez l'étude de cas, etc., etc. Et surtout, il faut le temporaliser, d'accord? C'est-à-dire mettre un délai. Combien de temps je vais mettre pour faire cette tâche, pour atteindre cet objectif? 1 heure, 2 heures, une semaine? Voilà. C'est ça, un objectif smarté. Okay. Je vous donne juste un exemple stupide, mais qui marche à tous les coups. Si je vous dis, bah écoutez, voilà, j'ai décidé de maigrir. Est-ce que c'est un objectif smart, d'après vous? Amaury, tu peux répondre, tu avais ouvert ton micro. Non, non, il n'est Ben non, pas défini. ben voilà. OK. Alors, je vais vous donner un objectif smart. J'ai décidé que je m'engageais à maigrir de 3 kilos à partir de demain et que je me donne cet objectif sur une durée de 2 mois.
Donc, ça veut dire que fin avril, je devrais avoir perdu 3 kilos. Pour perdre ces 3 kilos, je m'engage à faire 2 heures de jogging tous les samedis matins, à avoir une alimentation équilibrée, de ne pas boire d'alcool, d'arrêter le café, ok, et de faire attention à mon hygiène alimentaire. Est-ce que là, cet objectif est smart? Bah oui. Ben oui. Vous voyez, il est simple. On sait combien de kilos je dois perdre. On sait comment je vais m'y prendre. Faire du jogging et manger sainement. Ne pas boire d'alcool. D'accord? Et je me donne un délai de 2 mois. C'est ça qu'on appelle un objectif SMART. Donc, si vous apprenez à bien gérer vos objectifs, bien, vous arriverez à les atteindre. Voilà. Vous pouvez avoir aussi la règle des 3 C. Alors, la règle, c'est toujours avec des verbes d'action. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande d'étudier ou d'étudier une étude de cas, ou de résoudre une étude de cas. Quelles conditions de réalisation? À partir d'un sujet sur Internet, à partir d'une documentation, et bien sûr, tout ça sera à réaliser sur comment dire, un logiciel et à adresser par Internet aux professeurs. Critères de réussite, tout ça pour le 5 février, minuit. Qu'est-ce que je suis en train de faire? La règle des 3 C. Qu'est-ce qu'on me demande de faire? D'étudier, de réfléchir à une étude de cas, en tout cas de résoudre une étude de cas. Les moyens par des documents, études de cas, Internet, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'on exige de moi? Qu'il soit réalisé et envoyé d'ici le 5 février. Voilà, une autre façon d'aborder les objectifs. Qui connaît le QQOQ-CCP? Moi, je connais, mais dans un autre ordre, on va dire. Ah ouais, vas-y. C'est le CQQ, c'est occupé. Ah, alors tu as raison. Alors c'est le C. Alors vas-y, répète-le-moi. Alors, CQQ, Ouais, c'est occupé. voilà. Alors, parce que je le cherchais celui-là. CQQ. C'est occupé. QP. Tu as entièrement raison. Voilà. Ça, c'est un truc de mémorisation. Et c'est vrai que quand je lance toujours cet outil, eh bien, je ne sais jamais, tiens, CQQ, c'est occupé. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Alors, normalement, il se présente de la façon suivante. Donc, le QQ au QCCP. Voilà. Alors, c'est pas facile à dire. Et ça sert dans tout. Donc, ça, c'est vraiment un outil de gestion du temps qui vous servira dans tout. D'accord? Chaque fois que vous avez une situation, vous pouvez vous poser toutes ces questions. Qu'est-ce qui est à faire? Quoi? Le premier Q, c'est le quoi. Qu'est-ce qui est à faire? Quelle tâche est à faire? Quel devoir? Quelle étude de cas? Qui doit l'accomplir? Moi seul? En sous-groupe? Avec qui? Où doit avoir lieu cette étude de cas? Où dois-je la rendre? Où est-ce qu'on doit se réunir? P, pourquoi doit-on le faire? Quel est l'objectif? D'accord? Ben, c'est un partiel, par exemple. OK. Comment va-t-on s'y prendre? Est-ce qu'on va faire 3 réunions? Est-ce qu'on va aller à la bibliothèque? Est-ce qu'on se fait des Zooms? Est-ce qu'on travaille en sous-groupe par Zoom? Est-ce qu'on se répartit chacun un étage? Comment on s'organise? Quand est-ce qu'on se voit? Quand doit-on rendre le devoir? Sur quelle durée on va s'y prendre? Et combien de fois je dois réaliser cette étude? Combien ça va coûter? Quelle quantité de pages je dois fournir? Vous voyez, le combien, il est plutôt large. À chaque fois que vous posez toutes ces questions, vous avez toutes les réponses. C'est bon, vous pouvez faire. On l'utilise beaucoup pour mettre en place des plans d'action. Qu'est-ce que je dois faire? Qui doit le faire? Quand doit-on le faire? Où doit-on le faire? Comment va-t-on s'y prendre pour le faire? Quand doit-on le rendre? Et comment? Le combien, c'est combien ça va coûter, quelle quantité, etc., etc. Oui. Ça, c'est un outil qui est passe partout. Vous l'aurez toute votre vie, surtout dans le monde professionnel.
le SMART et surtout celui-là. Vous avez une action à mener. On vous donne une action. Voilà, vous devez faire tel dossier. Posez-vous. Quelle est la tâche? Comment on va s'y prendre? Bam, bam, bam. Vous mettez ça, c'est ça à mettre en place des plans d'action. À tous les niveaux, que vous soyez étudiant ou pas étudiant, hein. Voilà. Super outil, très simple. C'est un peu un couteau suisse. Comment mange-t-on un éléphant, d'après vous? Alors, comment mange-t-on un éléphant? C'est très simple, hein. En plusieurs fois. Ouais, tu as entièrement raison. Voilà. De manière très simple, ben, bouchée après bouchée, quoi. Voilà. On appelle pour les tâches complexes. Il y a, il y a une autre allégorie qu'on utilise, c'est, on peut parler de comment mange-t-on un éléphant? Ben, une bouchée à la fois, surtout parce que, est-ce que c'est facile de manger un éléphant? Ben non, c'est pas facile, hein, d'accord? Vu la taille, hein, c'est complexe. Donc, on mange une bouchée par bouchée. Là, c'est l'histoire du salami, c'est exactement la même chose. OK? Voilà. Ça veut dire quoi? Il faut savoir que l'être humain ne sait pas réaliser de tâches complexes. Je suis désolé de vous dire ça, mais il ne sait pas. Pourquoi? Parce que son cerveau est limité. Donc, s'il veut réaliser correctement une tâche complexe, il doit la subdiviser en tâches simples. Donc, si vous avez un dossier énorme, un mémoire à préparer, par exemple, voilà, votre 5e année, votre 4e année, ce que vous voulez, okay, ou votre année de licence en Espagne. Voilà. Vous avez voilà, un mémoire à rendre. Ça, c'est votre tâche complexe. Eh bien, il va falloir la couper en rondelles, hein, comme on fait pour le salami. On coupe des rondelles de salami. D'accord? Et chaque rondelle de salami équivaut à une tâche. Et donc, quand vous allez programmer vos tâches, au lieu de dire oh, j'ai ce dossier-là, comment je vais m'organiser pour réaliser ce mémoire-là, ben, à vous de réfléchir. Voilà, comment je vais m'y prendre, comment je décortique, qu'est-ce que je fais en premier, qu'est-ce que je fais en deuxième, qu'est-ce que je fais en troisième. Je vais découper mon mémoire en tâches simples. Et là, le cerveau, lui, sait faire des tâches simples. D'accord? Voilà. Et ça, c'est prouvé, hein. Les neurosciences l'ont prouvé depuis longtemps, hein. Donc, quand vous avez une tâche complexe, un dossier complexe à étudier, eh bien, avant de vous lancer dedans, décortiquez la complexité en tâches et puis programmez vos tâches simples de façon chronologique. D'après vous, est-ce que c'est facile d'avaler un crapaud? Mais réellement, est-ce que c'est facile d'avaler un crapaud? Alors, non. Alors, Elsa, elle prend plus la parole du non au non. Exactement. Bah non, c'est pas facile. Alors, c'est toujours pareil, c'est une allégorie. Ça veut dire quoi d'après vous? Avaler son crapaud. Oui, Méline. Moi, je pense que, en fait, le crapaud, c'est un peu comme l'image de la tâche, c'est-à-dire qu'elle arrive d'un coup et on doit l'avaler d'un coup, en fait. Enfin, Ouais, c'est. Ouais, ouais. pour Ok. citer. Ouais, ouais. Amaury dit, tiens, c'est un livre, non? Oui, tout à fait. C'est un livre qui est Savoir avaler son crapaud. C'est le titre d'un livre de gestion du temps. C'est un livre de gestion du temps. Comme le disait Méline, avaler son crapaud, si on le transpose en gestion du temps, ça veut dire tout simplement faire la tâche la plus importante et complexe de la journée en premier. Celle qui est la plus chiante à faire, la plus difficile, la plus urgente, la plus importante, faire en premier dans la journée. Avant, bien sûr, vous pouvez réaliser votre petit quart d'heure de gestion de vos mails et de vos textos, de vous libérer de cette petite tâche, vous prendre, allez, 10 minutes, une fois que d'avoir regardé. Une fois que vous avez fait ça, une fois après, vous allez avaler votre crapaud. D'accord?
c'est la tâche la plus importante, la plus grande que vous risquez de remettre à demain. Bien sûr, c'est dégueulasse d'avaler un crapaud. Hein. Et là, vous allez vous rendre compte que si vous y arrivez, et moi je le fais maintenant, ça fait pas si longtemps, hein, je vous l'avoue. Il y a des tâches que j'aime pas faire dans mon métier. Moi, j'aime bien animer, j'aime bien être face aux gens. Puis après, tout ce qui est administratif et un peu trop pédagogique, voilà. Je vous dis ça entre vous, nous, ouais, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc, si je procrastine, au bout d'un moment, ben voilà, je vais m'énerver, etc. Faut que je fasse ça, puis je reporte, puis je reporte. Et ben, quand j'essaie une tâche comme ça à réaliser, je me lève, je fais mes mails. Alors, pas pendant 1 heure, hein, je fais mes mails pendant même moins. Et après, je m'enferme, je me concentre et je dis, allez, je me concentre sur cette tâche, ce crapaud que je vais devoir avaler. Et qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai fait en me disant, allez, je me donne 2 heures, et dans 2 heures, c'est terminé. Qu'est-ce qui se passe au bout des 2 heures et que j'ai terminé cette tâche? Qu'est-ce qui arrive, d'après vous? Qu'est-ce que ça va générer dans mon corps? Bah, on est satisfait en fait de soi. Exactement, Méline. On est épanoui, on est satisfait. Et de manière inconsciente, eh bien, ça génère des endorphines. D'accord. Toutes les hormones du bien-être, du plaisir, voilà. OK? La dopamine, etc., etc. Et surtout les endorphines. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez terminé votre tâche, mais cette tâche qui est vraiment, c'est une horreur à réaliser. Ben, une fois qu'elle est faite, moi, dès que j'ouvre ma fenêtre, ça y est. Qu'est-ce qu'on est bien! Qu'est-ce qu'on est bien! Et après, toutes les autres tâches qui sont à réaliser, c'est fingers in the nose. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, apprenez à faire les tâches les plus embêtantes, les plus importantes, les plus urgentes en premier. D'accord? Voilà. C'est pas facile. Expérimentez et vous verrez que moi, je le fais. Après, vous avez tellement une plénitude en vous, un épanouissement, une complétude que voilà. Vous allez voir que ça va vous faire tellement de bien que après vous y penserez. Je reviens en arrière pour que vous puissiez réussir à avaler ce crapaud tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Première tâche à réaliser en premier. Un, il faut déterminer vos tâches, c'est-à-dire apprendre à prendre des décisions. Quelle tâche je dois réaliser en premier? Deux, avoir de la discipline. D'accord? Il faut être discipliné. Et trois, il faut être déterminé. C'est-à-dire, il faut persister. Ah, c'est pas dire, oh ben tiens, ce que Koé a dit hier, moi, je vais le faire aujourd'hui, je vais bien voir, quoi. On le fait une fois, ça marche, et ben il faut le faire une deuxième, il faut faire une troisième. Et le cerveau, lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand on répète les choses, qu'est-ce qui se passe? Ça devient des automatismes. Et donc, ça va devenir un automatisme. Vous allez apprendre, sans vous en rendre compte, à faire les tâches les plus complexes en début de journée. Voilà. Ça, c'est très important. Ensuite, il faut savoir aussi que quand on est face à des tâches, qu'est-ce qui se passe? Ben, au début, ouais, c'est super, c'est génial, tout va bien. Hein. Donc, on est tout content, on est motivé, voilà, ça se passe là, ouais, super. Et puis, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Wow, on est démotivé, on a un creux de vague. Hein. Là, je me souviens, par exemple, là, je suis en train de commencer un nouveau cours. Je me suis mis à faire du Qigong. Voilà, il faut à tout prix que je m'assouple, attention à mon corps. Donc, depuis 3 semaines, je fais du Qigong. Bon, bah, au début, en plus c'est l'hiver, donc il faut sortir, etc. Au début, bah, vous êtes motivé. Ouais, super, nouveau, etc. Puis la 5e ou 6e fois, je vous dis ça parce que j'ai eu la même chose quand j'ai fait de la chorale. Et puis la 5e fois, tu dis, ouais, non, mais bon, ouais, ce soir, il y a un super film, j'irai la semaine prochaine. Là, ce soir, je n'ai pas le temps, puis il fait froid. Et il y a cette courbe comme ça. Elle est tout le temps là, cette courbe. Hein. C'est cette vague, ce creux de vague.
qui fait qu'on se démotive. Et à un moment donné, non, non, mais allez, pas film ou pas film, bah, le film, tu l'enregistres, mais tu sors, tu mets ta doudoune et tu vas à ton cours de Qigong. OK? Et une fois qu'on a passé ce creux de vague de démotivation, eh bien, on récupère de la motivation. Parce qu'on est rentré dans des automatismes et on ne peut plus s'en passer. Voilà. Est-ce que tout le monde connaît Eisenhower? Non. Non? OK. Moi, c'est un nom net et précis. Eisenhower, c'est quand même un des plus grands généraux américains, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il a inventé un outil qui s'appelle Eisenhower pour gérer le temps. Donc ça, c'est pareil. C'est un outil que tout le monde connaît. Donc vous ne le connaissez pas, maintenant vous le connaissez. Dans le monde de l'entreprise, vous connaissez beaucoup cet outil. Vous avez votre lot de tâches qui est en face de vous. Toutes les tâches que vous avez à faire dans la semaine. La première chose à se poser, il y a deux entrées. L'urgent, première entrée. Important, deuxième entrée. Première question à se poser. Parmi toutes les tâches que vous avez à réaliser pendant la semaine ou la journée, quelles sont les tâches qui sont urgentes et importantes à faire? Oui, c'est urgent. Oui, c'est important. Ces tâches-là, il faut à tout prix les faire en priorité. C'est le fameux crapaud. Hein, je sais pas, ma déclaration fiscale à faire avant minuit parce que sans quoi j'ai 10% d'amende. Là, c'est oui, oui, urgent, important. Là, vous ne pouvez pas dire Roger, c'est obligatoire. Donc, vous triez déjà vos tâches en urgent, important. Une fois que vous avez mis les tâches urgent, important, vous allez voir pour les autres tâches. Deuxième question à se poser, est-ce que la tâche est urgente? Les autres tâches sont urgentes? Non. Est-ce qu'elles sont importantes? Oui. Non, elles sont urgentes. C'est la fameuse étude de cas qu'a donnée M. Coé. On le revoit dans 3 semaines. On a 3 semaines pour la faire. Donc, est-ce que c'est important? Oui. Est-ce que c'est urgent? Non. Donc là, je vais planifier mon étude de cas. Donc, je vais essayer d'appliquer les règles de gestion du temps. Je ne vais pas faire ça à la dernière minute. Donc, comme c'est un travail complexe, je vais déjà répartir mes tâches et planifier mes tâches, par exemple, 2 heures toutes les semaines jusqu'à la fin des 3 semaines. Et j'aurai terminé mon étude de cas. Donc là, on va planifier des tâches importantes qui ne sont pas urgentes. Troisième question, est-ce que c'est urgent? Oui. Est-ce que c'est important? Non. Donc là, déléguer pour vous qui êtes étudiant, ce n'est pas forcément évident. Hein, mais quand on est dans le monde de l'entreprise, bon, ça arrive qu'on puisse déléguer. D'accord? Bon, est-ce que c'est urgent? Oui, mais c'est pas grave. Je peux éventuellement dire, je sais pas moi, à quelqu'un de mon groupe ou tout comme ça, tiens, tu peux pas me le faire parce que j'ai pas le temps, etc. Ou est-ce que tu peux me le déposer, ou tout comme ça, parce que j'ai pas le temps. Voilà. Il faut le déposer, c'est urgent, mais si c'est pas moi qui le dépose, ça changera rien. Tu dis que ça vient de ma part et ça sera bon. Donc, on peut déléguer. Quatrième question à se poser, dans les tâches qui restent, qu'est-ce qui est non urgent, non important? Ben, ces tâches-là, si vous en avez 3-4, ben, vous pouvez les jeter. Parce que vous les fassiez ou vous ne les fassiez pas, ça ne changera rien à votre vie. D'accord? Et donc, il y a des tâches comme ça, bon, bah, je sais pas, moi, il y a une copine, enfin, c'est pas une copine, c'est une relation. Bon, si j'y vais pas, c'est pas grave, quoi. On ne voudra pas parce qu'on te connaissait quasiment pas. Bon, bah, c'est pas important, c'est pas urgent. Si déjà je mets tout ça à la poubelle, bah, ça me laisse du temps. Pendant que je bois un coup, bah, le temps passe. Mais à la place de boire un coup, peut-être que j'ai peut-être une tâche vachement importante à faire que je peux planifier. Vous voyez? Donc, c'est urgent, important. Important et non urgent, je planifie. Urgent mais pas important, je délègue. Pas important, pas urgent, je mets à la poubelle. C'est ce qu'on appelle la méthode Eisenhower. Il faut toujours penser comme ça. Quand vous avez votre lot de tâches à faire qu'on va voir après, déterminez d'abord les ordres de priorité. Soit avec des codes couleurs comme ici, pour utiliser des codes couleurs, ou des post-it. Vous pouvez utiliser des post-it si vous voulez. D'accord? Parce que moi, un post-it, ça se voit, ça se partage, c'est lu, c'est vu. Voilà, ça sert à communiquer.
un peu moins. Vous pouvez, si vous avez des post-it, quoi. Hein. Par contre, je vais vous montrer une méthode. Voilà, vous pouvez faire des post-it comme ça. Est-ce que certains connaissent le Kanban? C'est une méthode qui vient de chez Toyota, qui travaille, voilà, qui travaille dans l'industrie. C'est qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui est terminé. Et on fait des post-it comme ça. Par exemple, si certains travaillent dans des startups, par exemple dans les startups, hein, tous ceux qui travaillent dans le web, là, tout ça, eh bien, ils travaillent souvent avec ce type de tableau. Ils prêtent des post-it et ils font ce qui s'appelle des scrums, ils font des réunions tous les matins. Voilà. Qu'est-ce qui est à faire? Tchac. Ah ben ça, je vais le faire aujourd'hui, je le mets en cours. Ah ben ça, je l'ai fait en cours, je l'ai fait hier, je le termine et on balance comme ça. Alors, c'est très visuel, c'est ce qu'on appelle du management visuel, très parlant et on voit qui fait quoi. Voilà. Vous pouvez faire ça aussi pour vous seul, quoi. Donc, d'avoir votre petit tableau chez vous sur votre bureau. Dire, bon, alors ça, c'est à faire. Ah oui, ah, tiens, allez, je le fais aujourd'hui parce qu'il y a une date. Tout ce qui est rouge, c'est urgent. Tout ce qui est orange, c'est pas urgent. Voilà, etc., etc. Ce qu'on appelle un Kanban personnel. Voilà. Le truc, moi, qui est vraiment le truc à retenir de cet atelier, c'est faire une to-do list. Est-ce que parmi vous, certains font des to-do list? Alors, c'est un terme anglais, c'est faire des listes, tout simplement. Oui. Alors, Elsa fait régulièrement tout le temps ou pas? Ah oui, oui, tout le temps. D'accord. Avec quoi? Les tâches privées, les tâches professionnelles, tout est mélangé ou pas? Oui, un peu tout qui est mélangé. D'accord. Est-ce que d'autres font des to-do list? Alors moi, j'ai pas mal de post-it, mais Alors, j'en toi, tu fais fais un, plutôt des post-it, toi. je le perds 2 heures plus tard, j'en refais un autre. Bon, alors, faut pas faire des post-it si tu les perds. OK. Alors, donc, apprendre à faire des to-do list, c'est aussi simple que ça. Vous prenez un petit carnet. Moi, je conseille plutôt le carnet qu'Internet, parce que au moins, un seul carnet. La simplicité. Rien ne vaut la simplicité. Prenez un petit carnet. Voilà, ça coûte 50 centimes, d'accord, un carnet. Hop. Et vous prenez une page par jour. Et vous allez lister tout ce que vous avez à faire dans la journée. Alors, comme Elsa, soit vous mélangez personnel, professionnel, soit vous ne faites que professionnel, etc. Mais si par exemple vous faites deux carnets, un carnet pour le pro, un carnet pour le perso, ça fait déjà deux carnets. Donc, il faut déjà gérer deux choses, ça devient complexe. D'accord? Moi, ça ne me dérange pas de mettre du pro et du perso, du moment que ça soit important. Alors, racontez pas votre vie dans les tâches à réaliser, quoi. D'accord? Voilà. Ce qui est non urgent, non important, c'est pas la peine de le mettre. Donc, il faut tchouk, lister tout ce que vous avez à faire aujourd'hui. D'accord? Aller chez le dentiste, rendre l'étude de cas, faire les courses, voilà, etc., etc. Et une fois que vous avez fait ça, d'accord, vous listez vos tâches. Ensuite, vous allez les prioriser. Si j'avais qu'une seule tâche à faire, je vous le dis depuis 17 heures, quelle serait-elle? Quelle est la première tâche à tout prix que je dois faire aujourd'hui? Quel est le crapaud que je dois avaler? C'est la tâche numéro 2. Je la mets en rouge. Je la stabilise en rouge. OK. Je la mets en tête. Je mets un chiffre 1 en premier. Voilà. Une fois cette tâche réalisée, quelle est la tâche numéro 2 que je dois faire en priorité? Et on continue, et on continue, et on continue. Prioriser. OK? Ensuite, au fur et à mesure que les tâches sont traitées, ce que vous pouvez faire, c'est les rayer. Par exemple, j'étais faire des photocopies parce que j'étais chez Office Dépôt, faire mes photocopies. Et à ce coup, je voyais une conseillère qui avait une to-do list, donc écrite à la main. Hein. Et c'était, voilà, chaque tâche qui était réalisée, c'était bien stabilo-bossé avec des petites vagues. Comme ça, c'est très beau. Et je lui dis, qu'est-ce que ça vous apporte quand vous rayez comme ça la tâche qui est réalisée? Elle me dit, vous ne pouvez pas le bien-être que ça me fait, quoi. Et voilà, on a fait une tâche, on est soulagé. D'accord? Donc, pensez à les rayer, ça fait du bien. Et au moins, on voit ce qui reste à faire. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous arrivez en fin de journée. Il y a peut-être encore des tâches que vous n'avez pas réussi à faire. D'accord?
parce que vous n'aviez pas assez de temps, il y a eu des imprévus, etc., etc. Je vous ai dit, les 10-90, tous les soirs, prenez plutôt le temps le soir plutôt que le matin, mais chacun vit sa vie, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère plutôt le soir. Je vous expliquerai pourquoi après. Vous allez faire le point sur les tâches qui ont été réalisées et ceux qui sont à reporter ou à supprimer. Donc, les tâches qui restent, ben, est-ce que je peux les reporter? Oui ou non? Je ne peux pas les reporter, ben, je les supprime, c'est trop tard. Je peux les reporter, je les reporte à demain ou après-demain, ce sont des délais. Et je prépare ma to-do list du lendemain. Donc, ma to-do list d'aujourd'hui est terminée. Je ne reviendrai pas dessus. Je vais reporter ce que je n'ai pas fait aujourd'hui à faire demain, si c'est possible. D'accord? S'il est encore temps. Et je vais mettre les nouvelles tâches à réaliser. Et je vais à nouveau les prioriser. Et demain matin, quand je prendrai mon calepin, je sais quelle tâche je devrais faire. Une fois qu'elle sera faite, je rayerai, etc., etc. Et tous les jours, vous faites ça. Pourquoi prendre un temps le soir pour faire ça? Tout simplement, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que ça permet de soulager, de libérer votre cerveau et de dormir tranquille. C'est neurologique, c'est imparable. D'accord? Voilà. Vous pouvez avoir, si vous êtes accro à Excel, vous avez des fichiers Excel gratuits sur Internet, il suffit de les dupliquer. D'accord? Ça, je vous l'ai déjà dit, c'est, voilà, quelle est la première tâche à tout prix? Si j'avais qu'une seule tâche à faire dans la journée, quelle serait-elle? Et puis, une fois que vous avez terminé votre tâche, ben, si j'en avais une deuxième, quelle serait-elle? Mais toujours avec un timing, etc., etc. Voilà. La règle des 5D, détecter, identifier les tâches qui prennent le plus de temps, décider les tâches essentielles pour la journée, les 3 tâches essentielles pour la journée, déléguer ce que je ne peux pas tout faire seul, différer ce qui n'est pas urgent, c'est la fameuse méthode Eisenhower, on revient toujours au même. Et simplifier. Voilà. Apprenez à simplifier la vie, simplifiez-vous la vie. D'accord? C'est important ça. Au moins, ça vous fera gagner du temps. Ou en tout cas, ça vous en fera moins perdre. Donc, la méthode que je voulais vous proposer en dernier, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Pomodoro. Ça vous parle ou pas? Pomodoro. Est-ce que ça vous parle? Oui. Ouais? Est-ce que tu l'utilises? Bah, j'ai essayé, mais ça me convient pas. Mais oui, je vois ce que c'est. D'accord. Et qu'est-ce qui n'a pas marché alors? Bah, je pense que c'est le fait de à chaque fois faire des pauses à intervalles, enfin, à petit intervalle. Et du coup, Ouais. bah, à chaque fois, je remets du temps à me concentrer. Ok. Bon, bah voilà. Bah, ça ne te convient pas. Ok. Mm. Très bien. Alors, Pomodoro, c'est un Italien, je crois, qui a inventé ça, ou un Espagnol. C'est un Italien, je crois. Voilà. Donc, c'est très simple, c'est ce que disait Elsa. Je vais prioriser mes tâches, to-do list, et la première tâche que je vais réaliser, eh bien, je crée des créneaux. Alors, pourquoi c'est intéressant? Ben, ça dépend aussi de votre temps de concentration. Si votre temps de concentration maximum, mais vraiment principal, c'est à peu près 30 minutes, ça fonctionne. D'accord? Donc, vous bossez à fond pendant 25 minutes. Alors, pourquoi on appelle ça une tomate? C'est parce que avant, il y a très longtemps, on avait des minuteurs. Nos mamans avaient des minuteurs et on pouvait faire, vous savez, clic, clic, clic. Alors là, il faut mieux pas le faire. Alors, vous avez des chronomètres sur Internet. Hein. Pomodoro, il y a plein de. Vous mettez, voilà, il y en a plein, des gratuits sur Internet. Donc, vous travaillez, vous priorisez vos activités. Vous commencez par votre première activité. Vous travaillez 25 minutes et après, vous relâchez 5 minutes. Hein, c'est ce que je vous disais, prendre une pause. Maintenant, si ce n'est pas possible et que votre pause, comment dire, vous dites, ouais, mais c'est trop court pour moi, adaptez votre Pomodoro. Vous pouvez très bien, si pour toi, par exemple, Elsa, tu peux te concentrer sur 1 heure, bah, fais-le sur 1 heure. Et au lieu de prendre une pause de 5 minutes, prends une pause de 15 minutes. Tu vois? Ça te parlerait plus, ça, ou pas, Elsa? Bah oui, je pense que ce serait mieux pour moi parce que bah, maintenant, souvent, je fais des pauses, mais enfin, je laisse plus de temps entre mes pauses, donc oui. Ouais, oui, voilà. Oui, oui. Attention, là, par exemple, tous les 25 minutes, ce que propose la méthode, c'est de faire une pause de 5 minutes. Oui. OK? Voilà.
Et au bout de 4 pommeaux, 4 fois 25 minutes, on fait une pause de 15 minutes. On fait une pause plus longue. D'accord? Pourquoi c'est intéressant? C'est ce que je vous explique depuis le début. Au bout d'un moment, le cerveau, il chauffe. Et on ne peut plus se concentrer correctement. Donc, de prendre des créneaux de 30 minutes à peu près, 25-30 minutes, ça permet de refroidir le cerveau. Ça permet de se rebooster et de repartir. D'accord? C'est vrai que si vous êtes sur une tâche qui demande beaucoup, beaucoup de concentration, eh bien, c'est vrai que, et puis ça dépend aussi des temps de concentration de chacun. Voilà. Ça s'appelle la méthode Pomodoro. Voilà. Il y a des timers, etc. Donc, si vous aviez à mettre en place quelque chose à partir de demain, comme ça, hein, on va arriver bientôt à la fin de cet atelier, ça serait quoi? Comme ça, Elsa, d'après tout ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui t'intéresserait de faire demain et que tu ne fais pas aujourd'hui ou que tu aimerais améliorer demain? J'ai pas entendu le début de la question, mais c'était pour moi. Oui, enfin, c'est pour tout le monde. Ah, Si demain, tu avais quelque chose à changer, à la fin de ces 2 heures d'atelier, qu'est-ce que tu serais prêt à mettre en œuvre pour améliorer ta gestion du temps? Elsa? euh, bah là, je sais pas trop, mais je pense prioriser les tâches et pas trop en mettre dans la même journée. Hum. Oui, très bien. À un moment donné, on peut très bien dire, mais là, tu vois bien que tu mets beaucoup trop de choses, quoi. Apprenez à vous simplifier la vie. D'accord? Amaury, qu'est-ce que tu mettras en place demain, toi, demain, suite aux 2 heures d'atelier? Est-ce qu'il y a un truc qui t'a interpellé que tu mettras en place? Moi, dans le chat, j'ai dit mettre en place une to-do list, mais dans un agenda. Oui, Donc, jour par jour. électronique? Oh non, Électronique ou je n'irai pas bon, dessus, sinon papier. ouais. Alors le mieux, c'est quand même le papier, hein. Même si on est à l'ère de l'électronique, le mieux, c'est quand même le papier. Parce que ça, alors ça se perd, mais au moins ça tombe pas en panne. Hein. Méline, merci Amaury. Méline, qu'est-ce que tu ferais, toi? Ah, moi, il y a beaucoup de choses, on va dire. Vas-y. Alors déjà, je vais prioriser du coup, mes objectifs, faire le plus dur en premier parce que j'ai tendance, on va dire, à travailler selon l'envie. C'est-à-dire aujourd'hui, je veux travailler sur ça. En fait, je fais selon l'envie. Donc, du coup, des fois, ça m'arrive de me retrouver à la dernière seconde. Et oui, puis m'organiser en faisant la to-do list, ouais. Ou avec les post-it. Ok. Mais franchement, on n'y pense pas à dire, oh oui, prendre un carnet à l'heure du numérique. C'est ce qu'il y a de plus simple. C'est ce qu'il y a de plus simple. Apprenez page par page, après jour, et vous verrez que ça va vraiment vous simplifier la vie. Vous savez, c'est les choses les plus simples qui fonctionnent les mieux. Voilà. Écoutez, on a terminé. Quel est votre ressenti par rapport à ces 2 heures? Qu'est-ce que vous en avez tiré en un mot? Elsa, qu'est-ce que tu as pensé de ces 2 heures? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Bah oui, ça m'a apporté plusieurs méthodes que je connaissais pas vraiment et du coup bah, que je vais pouvoir essayer par la suite. Ok, merci beaucoup. Amaury, J'ai bien aimé, ça trouve. Ça permet de bien définir ce qui peut nous aider ou au contraire les points faibles qui pourraient nous entraver un peu. Donc, ok, c'était bien. très bien, merci. Et Méline? Bah moi, génial. Du coup, j'ai appris beaucoup de choses. Ok, super. Bah, écoutez, voyez, on n'était pas nombreux, mais c'était super sympa parce qu'au moins vous avez vraiment participé. Et donc c'était génial, quoi. Tout le monde a participé, tout le monde a répondu. Pensez à WooClap éventuellement dans vos applications. Cette application, j'ai rien, je touche pas de royalties, hein, c'est WooClap, mais ça permet de dynamiser vos études, etc. et de rendre les choses plus dynamiques. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier de votre participation. Merci à l'université. Et puis, au plaisir de vous rencontrer à Croix-Rouge. Moi, je suis plutôt sur Croix-Rouge. Donc, voilà, n'hésitez pas, si vous me voyez, vous me dites, ah, tiens, je vous ai eu en atelier de gestion du temps. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Merci.